Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et de la science by Jérémy. Aujourd'hui on va attaquer un sujet qui fait couler beaucoup d'encre au sein des forums, des réseaux sociaux et sur les pas de tir, les calibres PRC. Alors on le sait, tous les ans, des nouveaux calibres qui se veulent être révolutionnaires par rapport à ceux sortis l'année précédente. Mais voilà, beaucoup de personnes sont perdues entre véritables progrès technologiques ou juste un gros coup marketing. Beaucoup de personnes ne savent plus trop ce qu'il en est vraiment, particulièrement sur ces calibres sortis récemment. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de répondre à cette question, est-ce qu'on a vraiment un vrai progrès technique sur les calibres PRC, ou est-ce que c'est juste un bon petit coup de com', un bon petit coup de marketing, et qu'on veut nous faire racheter du matériel sous le coup du progrès. Donc là, ce que je vous propose du coup dans cette vidéo, c'est vraiment de faire un vrai décortiquage des PRC, donc aussi bien le 6.5 PRC, le 7 PRC que le 300 PRC, pour tout simplement vous dire ce que j'en pense. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy, tireur sportif, tireur longue distance, rechargeur et ex-ingénieur dans le développement des munitions, et je vais vous donner mon avis très tranché, vous allez voir, sur les calibres PRC. Alors pourquoi c'est important d'acheter un calibre qui se veut périn? Parce que certaines personnes, il y a quelques années, ont acheté des calibres un petit peu exotiques, un peu à la con, on va dire. Voilà, du 243 WSSM, du 7 STW, du 7 mm WSM. Pour certains, ça ne dit pas grand-chose. Pour d'autres personnes, ça dit des grosses frustrations. Des armes qui ont été achetées il y a quelques années sous couvert du progrès. Et quelques années plus tard, impossible d'acheter des munitions pour ces 10 calibres. Donc on se retrouve avec un achat qui finalement a entraîné beaucoup d'embêtements, beaucoup de pertes d'argent, parce qu'on se retrouve avec des armes où on n'est plus capable de leur donner des munitions, parce qu'on ne trouve plus de munitions manufacturées dans le commerce, et on n'arrive plus à les vendre, ou alors à des misères, parce que tout simplement c'est des carabines que personne ne veut acheter, parce que c'est vraiment des calibres qui aujourd'hui ne sont plus distribués. Donc l'idée en fait, c'est aujourd'hui beaucoup de personnes se disent, est-ce que ces percés vont devenir ces futurs calibres un peu exotiques à la con, qu'on trouvera peut-être plus, et donc est-ce que je prends le risque ou non d'investir dans les calibres PRC? Bon, alors déjà pour répondre à cette question, je pense qu'il faut déjà remettre un peu dans le contexte de qui a conçu ce calibre et dans quel usage. Donc c'est Hornady, le créateur des calibres PRC, des 3 PRC, et Hornady, on leur doit quand même un calibre qui est devenu extrêmement populaire ces dernières années, le 6.5 Creedmoor. C'est Hornady qui a créé le 6.5 Creedmoor au début des années 2000, où en fait il voulait moderniser les 6.5 en disant tout simplement que les 6.5 qui étaient disponibles à l'époque, il n'y avait pas grand chose qui était capable d'exploiter les projectiles modernes. Qu'est-ce qu'on entend à l'époque un projectile moderne de 6.5? C'est un projectile de 140 grains, voire un tout petit peu plus. Et donc aucun calibre à l'époque n'était vraiment conçu autour de ces projectiles lourds et efficients aérodynamiquement. À l'époque, on avait comme 6.5 le 260 Remington ou le 6.5-47 Lapua en action courte, sauf que ces calibres-là, ils avaient tous les deux un défaut. Le 260 était plutôt orienté sur des projectiles légers parce qu'il était orienté avec un pas de 9, avec un freeboard, donc une prise de rayure très proche, qui n'exploitait pas les projectiles lourds, pas capable de les stabiliser et pas capable de les sortir assez de l'étui. Le 6.5-47, lui, il avait le bon pas, un pas de 8, mais il était plutôt orienté pour du 123, 130 grains, pas tellement sur du 140 grains. Donc, en fait, Hornady a senti l'occasion de sortir un calibre dédié à ces projectiles modernes et efficients. Ensuite, on connaît la réussite du 6.5 Creedmoor. C'est devenu le calibre aux États-Unis le plus tiré. Ça a battu le 308. C'est devenu le top 1 des calibres d'armes à verrou. Ok, donc c'est vraiment une superbe réussite, aussi bien technique que commerciale. Et donc en fait, ils se sont dit, on va continuer dans cette même logique en s'attaquant au calibre Magnum. En fait, le 6.5 PRC, 7 mm PRC, 300 PRC, ce sont 3 calibres Magnum qui se veulent avoir un peu la même lignée, on va dire idéologique que le 6.5 Creedmoor, c'est-à-dire bâtir des calibres autour des projectiles les plus performants par calibre du temps de la création, à savoir là 2025. Donc en 6.5 PRC, on va être plutôt sur des projectiles lourds de 143, 147 grains, voire 150 grains. En 7 mm, on va être plutôt sur des projectiles de 180 grains, voire 195 grains. Et en calibre 30, pour le 300 PRC, on va plutôt être sur des projectiles de 215, 230, voire 250 grains. Voilà, l'idée c'est donc de bâtir un système qui permet de valoriser ces projectiles modernes et efficients aérodynamiquement. Alors attention, ne confondez pas PRC, Precision Rifle Cartridge, avec PRS, Precision Rifle Series.
Donc les calibres PRC sont des calibres Magnum qui vont développer beaucoup d'énergie, qui sont faits pour délivrer beaucoup d'énergie à longue distance. Clairement, ils sont inadaptés à la pratique du PRS. Le PRS, c'est du tir dynamique, on est seul et tout le monde en PRS tire avec des petits calibres, des petits 6 mm, grand maxi des petits 6.5, du 6.5 Creedmoor, mais surtout pas un Magnum, parce que comme on est seul, il faut qu'on spot ses impacts et ses loupés, et clairement avec un Magnum, c'est pas possible. Donc les personnes qui disent les calibres PRC c'est fait pour faire du PRS, ils n'ont pas compris grand chose au principe du PRS. Ça c'était une petite aparté. Alors qu'ont-ils fait de particulier sur les calibres PRC pour qu'ils soient dits modernes et efficients et valoriser ces projectiles lourds? Alors, premier élément, ils sont partis sur un culot Magnum. Un culot Magnum, tout ce qu'il y a de plus standard, hein, comme les culots de 300 Win Mag ou de 300 WSM, mais ils n'ont pas mis la ceinture Magnum. Et ils ont très bien fait. En fait, cette ceinture Magnum, pour moi, ça a toujours été une hérésie et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette ceinture Magnum, c'est une petite protubérance que vous avez en bas des étuis, notamment sur les étuis de 7RM ou de 300 Win Mag, qui est en fait, on va dire, un vestige du marketing des années 60. En fait, dans les années 60, quand ces calibres ont été développés, le marketing voulait dire oui, c'est les premiers calibres qui exploitent autant de pression, et pour vous mettre en sécurité, messieurs, on a décidé de blinder l'étui avec une ceinture qui va vous protéger et éviter que l'étui ne casse. Ouais, sauf que ça, c'est le problème. Quand le marketing vient prendre le pas sur la technique et sur les ingénieurs, ça fait des absurdités comme les ceintures Magnum. Pourquoi c'est une absurdité? Parce qu'en fait, le fait d'avoir une ceinture Magnum va vous créer un double jeu de fonctionnement. Pour rentrer dans la chambre, il faut qu'il y ait du jeu. S'il n'y a pas de jeu, ça rentre pas. Sauf que là, vous êtes obligé de créer un jeu devant la ceinture Magnum et vous êtes obligé de créer un jeu au niveau de l'épaulement, au niveau voilà, du bout de l'étui. Et donc ça fait que vous avez un cumul de 2 jeux de fonctionnement, quand sur tous les autres calibres, vous avez un seul jeu de fonctionnement. Et donc, naturellement, de par cette géométrie, excusez-moi, à la con, eh ben on a tout simplement 2 fois plus de jeux de fonctionnement, donc 2 fois plus de dilatation possible, donc une diminution de la durée de vie des étuis, donc tout un tas de merde en fait, ça a aucune raison d'être là, c'est cette ceinture Magnum, et heureusement, Hornady le sait, et ils ont décidé de pas mettre cette ceinture à la con sur les PRC. La preuve en est aussi que tous les calibres Magnum modernes qui sont sortis ces dernières années, il n'y en a pas un avec une foutue ceinture, ce qui est logique, tout le monde a compris depuis 30 ans que cette ceinture c'était une grosse daube. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils ont décidé d'optimiser? Ils ont aussi décidé d'avoir un angle d'épaulement à 30 degrés. En fait, l'avantage d'avoir un angle d'épaulement à 30 degrés, c'est que ça va valoriser le volume intérieur de l'étui pour maximiser la capacité d'étui pour simplement mettre plus de poudre. Pareil, ils ont un étui qui est beaucoup plus cylindrique que les calibres dits historiques, qui sont un peu plus coniques. À l'époque, on les faisait coniques pour faciliter l'alimentation et l'extraction. Aujourd'hui, avec nos armes modernes, on n'a plus besoin de cette aide géométrique pour avoir des bons fonctionnements. Et donc, autant valoriser le maximum du volume de l'étui en ayant un étui qui est un peu plus cylindrique et un peu moins bouteille. Donc ça, très bon design là-dessus, ils ont tout à fait raison de le faire. Ensuite, au niveau du positionnement des rayures, on est sur un positionnement des rayures qui est suffisamment éloigné pour sortir beaucoup les projectiles lourds et efficients, ce qui permet tout simplement de valoriser le volume interne de l'étui et de ne pas se retrouver avec un volume interne qui est cannibalisé par le projectile qui vient prendre de la place, qui vient consommer du volume intérieur qui en fait est perdu en fait, et même pire que ça. Quand vous diminuez votre volume intérieur à cause du projectile, vous augmentez vos pressions, parce que la pression elle est proportionnelle, enfin inversement proportionnelle au volume. Moins vous avez de volume, plus vous avez de pression. C'est assez mathématique, c'est la physique. Et donc le problème, c'est que quand vous avez un projectile lourd, par exemple, siégé dans un 300 Winchester Magnum, vous consommez énormément de ce volume intérieur, et donc pour éviter d'avoir des surpressions, vous êtes obligé de charger faiblement, donc de diminuer vos charges. Chose que vous n'avez pas besoin de faire sur un PRC, surtout sur un 300 PRC, le projectile étant beaucoup sorti, vous ne cannibalisez pas ce volume intérieur. Puis un dernier petit élément, pour les rechargeurs un peu experts, ça permet, quand vous avez des projectiles très lourds aussi, d'éviter d'avoir ce conflit qui peut y avoir parfois entre la partie du coup cylindrique de votre projectile et ce qu'on va appeler le donut. Le donut, c'est la transition entre l'épaulement et le collet. L'épaulement a une épaisseur de matière qui est plus importante que le collet, et donc au fur et à mesure des tirs et des rechargements, vous avez une migration de cette matière qui peut parfois créer des problèmes, notamment quand on vient siéger un projectile qui descend sous ce raccord, qui peut créer des contraintes, des forces un peu à la con, et qui vont en fait tout simplement complètement bousiller votre précision et votre régularité. Et donc en fait, ce freeboard, donc cette distance entre le bout du collet et le début des rayures,
est vraiment optimisé pour tous ces projectiles modernes et ils ont très bien fait de le faire. Dernier élément, on est sur des géométries du coup qu'on va appeler de petits mais costauds, hein, surtout sur le 6.5 percé, c'est un peu moins visible sur le 300 percé et sur le 7 mm percé, mais ça valorise en fait une meilleure combustion. On s'est rendu compte, et c'est ce qu'a mis en avant les WSM à l'époque, hein, il y a une vingtaine d'années, c'est que pour un même volume de poudre, on va avoir de meilleures vitesses, on va avoir une meilleure combustion, une meilleure régularité de vitesse, et tout simplement la combustion se passe mieux dans ces étuis qui sont petits et trapus, plutôt que dans des étuis qui sont longs et étroits. Vous aurez toujours plus de facilité à avoir de très bonnes régularités de vitesse dans un 300 WSM que dans un 300 Winchester Magnum. Voilà, c'est la géométrie de l'étui qui veut ça. Donc c'est très bien, ils ont repris ce principe du petit mais costaud pour valoriser des régularités de vitesse qui sont intéressantes. Alors si on vient comparer ces calibres percés à des calibres un peu plus historiques, on va par exemple comparer le 6.5 percé à un 6.5 284, on a à peu près les mêmes performances, sauf que le 6.5 percé, il est en action courte, donc il permet d'alimenter dans des armes qui sont plus courtes. En plus, on va avoir une meilleure tendance à avoir de meilleures régularités de vitesse de par ce design de petit mais trapu. Et puis voilà, tout simplement, on va dire c'est une version un peu boostée du 6.5 284. On a des vitesses qui sont presque similaires, léger avantage sur le 6.5 percé, mais tout ça, surtout dans un format qui est plus compact, c'est quand même intéressant. Ensuite, le 7 mm percé, on va pas le comparer à un 7RM, hein, il faut une belle petite raclée au 7RM. Surtout pour un élément particulier, c'est que le 7RM, hein, qui a un calibre qui a maintenant une soixantaine d'années, à l'époque il avait été conçu pour tirer des projectiles de 150, 160, 162 grains, grand maxi, et donc le pas standard d'un 7RM c'est un pas de 9,5. Et ce pas de 9,5 n'est pas capable d'exploiter des projectiles plus lourds comme du 175 ou du 180 grains. Et en plus de ça, en fait on se retrouve encore une fois avec un étui ceinturé et puis une prise de rayure qui est très proche qui empêche l'exploitation des projectiles lourds et modernes. Pour le 7 mm percé, vous l'aurez compris, lui, il a tout l'inverse, il est capable d'exploiter les projectiles longs et modernes, et il a, comme pas standard, le pas de 8, donc il bouffe tout. Voilà, il va bouffer aussi bien du 150 grains que du 195 grains, ça accepte tout, donc il n'y a aucun problème de compatibilité. Et, chose intéressante, c'est que le 7 mm percé a exactement la même longueur hors tout que le 7RM, c'est-à-dire que c'est une action dite medium length, les actions, on n'a même pas de terme en français, hein, les actions moyennes, c'est... alors attention, il y a les actions courtes, les actions longues, et en fait il y a les actions standards, qui sont des actions dont la longueur est de 84,84 mm de mémoire, c'est ça? Ouais, bon, grosso modo vous arrondissez à 85 mm sur la longueur du chargeur. Et donc ça vous permet, en fait, si vous avez une Tikka ou n'importe quelle carabine en 7RM, vous changez le canon, vous mettez un canon 7 PRC, et hop, vous êtes capable de réutiliser le même boîtier, le même chargeur, etc. Vous avez juste à changer la munition. Pour ce qui est du 300 percé, eux, là, ils ont fait un vrai bond en avant par rapport au 300 Winmag, qui est encore plus violent que celui entre le 7RM et le 7 percé. C'est que là, ils se sont dit, plutôt que d'avoir une action de longueur standard, 85 mm, grosso modo, ils sont partis sur une longue action, une vraie longue action, 93 mm. C'est-à-dire que c'est la même longueur que les 338 Lapua Magnum. Ça, cumulé à un étui d'un plus gros diamètre, plus long, etc., on se retrouve avec une vraie bête de performance qui fout une absolue raclée au 300 Winchester Magnum. Alors, pour les chasseurs qui sont en train de me regarder, la plupart des chasseurs français tirent des animaux entre 0 et 200 mètres, et en toute franchise, l'animal ne verra pas la différence s'il se fait frapper par un 7RM ou un 7 PRC, ou par un 300 Winmag ou un 300 PRC. Donc pour vous, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Là où ça a beaucoup d'intérêt, ça va être plutôt pour les tireurs exigeants qui vont tirer à des distances relativement importantes, où le vent peut jouer un rôle prédominant, où vous avez besoin de vitesse à longue distance pour être performant, et donc c'est là vraiment que ces calibres s'expriment. Le chasseur lambda qui tire de 0 à 300 mètres, j'ai envie de dire, il s'en cogne complètement et peut continuer à utiliser ses munes standards. Le mec qui veut tirer à 800, 1000 mètres, 1500 mètres et qui veut de la perf, franchement, il n'y a aucune raison de favoriser les calibres historiques par rapport à un PRC. Les PRC les battront dans tous les cas. Ok, bon, je pense que vous avez bien compris le principe et on va dire l'idéologie qu'il y a derrière ces calibres percés. Voilà, le meilleur de la performance des calibres modernes qu'on a aujourd'hui en 2025. Alors, il faut aussi se dire qu'il y a de plus en plus de fabricants d'armes et de munitions qui ont fait confiance en fait à ce design qui a été fait chez Hornady. La preuve, c'est le nombre important d'armes qui sont aujourd'hui disponibles dans les calibres PRC. Alors majoritairement, il y en a plus sur le calibre 6.5 PRC que sur les autres,
du fait du côté historique, en fait. Le 6.5 percé, ça a été le premier qui a été introduit dans la lignée des PRC, et qui a le plus pris, on va dire, même si le 7 mm percé est en très très forte croissance, je pense qu'il va assez rapidement rattraper le 6.5 percé. Et le 300 percé, c'est tellement un monstre, c'est tellement un gros mastodonte que je pense qu'il sera un petit peu moins, on va dire, largement distribué, parce que c'est vraiment un usage très pointu. C'est grosso modo, t'hésites entre un 338 Lapua Magnum et un 300 percé. Voilà, bon, c'est pas tout le monde qui hésite entre deux calibres aussi monstrueux, quoi. Donc, je vous ai fait une petite liste des armes de série qui sont chambrées en 6.5 PRC. Alors là, vous voyez, je m'accroche à cette carabine parce que c'est un bon exemple. Ça, c'est une Bergara. Donc, c'est une Bergara B14 où j'ai changé un petit peu tout. Et en fait, elle est en 6.5 percé. Donc, le 6.5 percé, je connais pas mal. Elle a 600 coups au compteur, cette carabine, et le 6.5 percé m'a séduit. C'est vraiment un calibre qui je trouve très intéressant. C'est une carabine avec laquelle je vais à la chasse et je fais également du TLD. Ça a tiré du chevreuil, du sanglier, un petit peu de tout, et il n'y en a jamais un qui en a demandé une deuxième. Donc, croyez-moi, ceux qui disent « Oui, mais un calibre 6.5, c'est trop petit pour nos gibiers en France », alors je tiens juste à vous rappeler que le 6.5-55 suédois, qui est plus de centenaire, qui a été créé en Suède, a abattu, je pense, des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers d'élans, et que ça s'est toujours très bien passé, et il faisait ça il y a 100 ans, avec des projectiles à l'époque qui étaient bien moins bien conçus que les nôtres, à des vitesses bien plus anémiques qu'un 6.5 percé. Donc j'ai envie de vous dire, n'importe quel sanglier français qui va se faire frapper par un 6.5 percé n'en demandera pas une deuxième si la balle a été bien placée. Donc ensuite, on va avoir aussi donc la grande sœur de la B14, donc les actions premières, c'est les actions haut de gamme de chez Bergara qui sont également proposées en 6.5 percé, 7 mm percé, 300 percé. Ensuite, on a Tikka qui est en train de débarquer assez fortement avec les calibres PRC. On retrouve des Tikka en 6.5 percé, également en 7 mm percé. Il y en a peut-être une qui va arriver à la maison bientôt. Ensuite, une autre marque qu'on connaît assez peu en France, c'est Benelli. Benelli a débarqué avec sa gamme Lupo, chambrée aussi bien en 6.5 percé qu'en 300 PRC. Browning vient d'annoncer il y a assez peu que la X-Bolt sera également chambrée en 6.5 percé. Alors dans un tout autre registre, Cadex, des armes très haut de gamme, très military style, sont proposées en 6.5 PRC, en 7 mm PRC et en 300 PRC. Ruger vient d'annoncer en nouveauté 2025, 2026, 25 ou 26, j'en sais rien, c'est tout nouveau, que la RPR sera maintenant chambrée en 6.5 PRC. Alors ça fait 8 ans ou 10 ans qu'on connaît la RPR, elle a eu 3 itérations, je crois qu'on arrive à la V3, mais ça fait 3 itérations qu'on a que le 308 et que le 6.5 Creedmoor. Le fait qu'après 8 ans, ils introduisent un troisième calibre et que le troisième calibre ce soit le 6.5 percé, ça sent bon quand même, hein. Et sa grande sœur, la RPR en longue action, est maintenant aussi disponible en 300 percé. Ensuite, on a Savage. Savage propose maintenant 6 modèles qui sont chambrés du 6.5 percé au 300 percé. Il y a de tout, aussi bien pour faire du TLD que pour faire de la chasse. Même Sabati vient d'annoncer et distribue déjà une Sabati Takevo en 6.5 percé. Et pour finir, Sako. Sako propose une Sako S20 en 6.5 PRC. Bon, si après tout ça, vous n'avez pas compris qu'il y a quand même un sacré paquet de fabricants qui a fait confiance au calibre PRC, ça sent bon quand même. Alors c'est bien beau hein, d'avoir des armes chambrées en 6.5 PRC, mais est-ce qu'il y a les munitions qui suivent? Eh ben ouais, il y a les munitions qui suivent. Et ce n'est pas Cornady qui a le monopole des munitions. Pour ça, je vais prendre ma petite liste, hein, parce que alors là, je connais pas toutes les références par cœur, j'ai quand même fait un petit peu de recherche. Alors chez Hornady, on a 3 références de munitions qui sont disponibles sur du 6.5 percé. Hein, vous m'excuserez, j'ai encore repris qu'une fois que le 6.5 percé, mais la logique est presque la mettre sur le 7 mm percé et le 300 percé, sinon la vidéo va durer 30 minutes. Chez Hornady, on a 3 refs. Une ELD Match pour du TLD, une ELDX pour de la chasse à longue distance, la CX, c'est une monolithique pour de la chasse. Ensuite, on a les Berger EOL Elite Hunter. Très bonne munition de chasse à longue distance, mais indisponible en Europe. Ensuite, on va avoir 3 références chez Fédéral. Encore une Berger qui est en cartouchée par Fédéral, une Berger hybride, donc pour du TLD. La balle Terminal Ascent, qui est une très bonne balle de chasse, et la Fusion SP, qui est une balle de chasse. Ensuite, on a Remington avec la Spear Impact, qui est une balle de chasse. La Nosler AccuBond, encore une balle de chasse. Sako avec 3 modèles. Une Blade, donc qui est une monolithique pour la chasse. Une Game Head Pro, qui est une ogive plomb pour la chasse, et la TRG, qui est une balle de TLD. La Norma Bond Strike, une munition de chasse à longue distance, et la Norma Golden Target, une munition de TLD. Les Barnes LRX, donc une munition de chasse à longue distance en cuivre,
et Winchester avec deux références, une AccuBond pour de la chasse à longue distance et Winchester pour une HPBT match pour du TLD. Bon, ça fait quand même une sacrée liste de références de munitions. Si avec tout ça vous n'êtes pas encore convaincu que c'est là pour rester, je crois qu'il n'y a jamais eu autant, les WSM ça fait 15 ans qu'ils sont là, je pense qu'il n'y a pas autant de rechargement en WSM que là ce qu'il y a en 6.5 PRC. Donc voilà, c'est assez dingue qu'il y ait tous ces fabricants qui s'y soient mis. Ils s'y sont pas mis pour rien, hein, c'est qu'il y a le marché. Hein, donc s'il y a le marché, ça risque de durer. Hein. Bon alors du coup le verdict, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben je pense que ça va être des calibres qui vont être là pour rester. Et oui, alors en France, ils ne seront pas prêts à remplacer les calibres 7RM, 300 Winchester Magnum historiques. Il y a un tel parc d'armes, les chasseurs s'en foutent un peu de leur niveau de performance. Pour l'utilisation en chasse française de 0 à 300 mètres, tout fait le job. Donc il n'y a pas vraiment de raison de passer sur ces calibres ultra modernes. Le gain de performance ne se verra pas sur l'animal. Là où je trouve ça intéressant, c'est plutôt pour les tireurs à longue distance ou pour les chasseurs en haute montagne qui cherchent vraiment de la perf. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, aux États-Unis, dans certaines régions des États-Unis, il y a des stats qui sont tombés et la distance moyenne de tir sur un animal, c'est 440 yards. Ça fait 400 mètres, la distance moyenne de tir. Quand on parle à un chasseur français de tirer un animal à 400 mètres, il vous traite d'assassin, d'irresponsable, que c'est interdit alors que c'est tout à fait autorisé. Bref, vous faites traiter comme du poisson pourri alors que là-bas c'est juste la norme. Le biotope le permet et surtout les chasseurs sont entraînés localement. Ils ne font pas que tirer 5 munitions par an et leur lunette n'est pas montée par un armurier. Donc tout ça pour dire que les calibres PRC aux États-Unis vont être très orientés chasse et tir. En France, je ne les vois uniquement que pour le tir. Ils n'auront pas de succès, je pense, commercial sur la partie chasse ou alors sur une petite élite qui cherche le maximum de performance et qui est engagée dans tout ce qui va être amélioration de son équipement. Mais voilà, pour répondre à la question du début, est-ce que c'est une vraie amélioration technologique ou juste un gros coup de marketing? Oui, c'est une amélioration technologique, c'est pas un bouleversement, c'est une amélioration. Marketing, bien sûr, voilà, une fois qu'on a fait un développement, quel qu'il soit, il faut du marketing derrière, sinon c'est bien beau de faire les meilleurs produits du monde, si tu les vends pas parce que t'as pas de marketing, ça sert pas à grand chose. Donc c'est un mix des deux, mais je tiens à faire une petite ouverture sur la fin de la vidéo. On est là en ce moment à un tournant sur le monde des munitions, tournant qu'on n'a pas vu depuis un siècle. Et c'est pas les PRC qui l'ont introduit ce tournant, c'est Fédéral. Fédéral a annoncé le calibre 7 mm Backcountry, qui est le premier calibre moderne qui permet de valoriser des pressions supérieures à 5000 bars, ce qui permet d'avoir des performances dingues dans des canons hyper courts. Et ça, je pense que c'est la vraie révolution technologique qui n'a pas été faite depuis 100 ans. Et ça risque de vraiment bouleverser le marché des munitions et des calibres. Ils ont posé des brevets qui sont apparemment assez puissants. Par contre, est-ce que leur politique commerciale sera de créer des nouveaux calibres avec cette technologie ou de rétrofiter, c'est-à-dire d'utiliser des dimensions d'étui existants, par exemple les PRC, pour améliorer les pressions de fonctionnement de ces calibres pour en gagner encore plus de performance? Je ne sais pas, je ne fais pas partie de leur direction stratégique, mais en tout cas, c'est quelque chose à surveiller parce que je pense que les prochaines années vont être décisives et je pense que ces prochaines années, on va avoir de très belles évolutions avec ces étuis très spécifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, vous l'avez compris, moi, les calibres PRC, c'est adopté. Il y en a une là, la deuxième arrive bientôt et peut-être même la troisième si mon banquier le permet. J'espère que ces vidéos vous ont plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Allez, ciao!